Chex, comme l'indicateur SNCF. AX. Ouais. C'est une première VP. Non, pas première. VP. Monsieur Perru, conseiller spécial, et Madame Millet. Millet. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, regagner vos places, s'il vous plaît? La cérémonie du prix du Césaire va débuter. Merci de regagner vos places. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième édition du prix du Césaire. Cette cérémonie est retransmise en direct par le biais de notre site internet. C'est notre seconde édition et elle est présidée par Michel-Louis Prost, qui est notre deuxième vice-président, qui est également le président du jury, à qui je cède aussitôt la parole. Monsieur Prost. Merci beaucoup, Ingrid. Alors, effectivement, je déclare ouverte cette cérémonie. Que vous dire, mesdames et messieurs? Tout d'abord, excusez notre président, puisque Antoine Quadrini, qui d'habitude ouvre ce type de cérémonie, a un événement familial de dernière minute qui l'empêche de le faire, donc je le remplace. Cela dit, il va arriver, hein, mais après le début de la cérémonie. Je voulais aussi saluer les quelques personnes présentes qui nous font bien plaisir par leur présence justement. Le général Tavel, commandant la région de gendarmerie pour la zone de défense de sécurité sud-est, accompagné du colonel Demézy. Madame Chex, vice-présidente du conseil régional. Monsieur Perru, conseiller spécial. Madame Millet, conseillère régionale. Il y a d'autres conseillères régionales, mais j'en parlerai tout à l'heure parce qu'elles sont membres du jury. Voilà, donc le jury est présent, les candidats sont présents, ils nous ont rejoints, et donc évidemment je suis ravi d'ouvrir cette deuxième session. C'est la deuxième, parce qu'effectivement, il y en a eu une l'année dernière, et je voulais simplement souligner pour ouvrir cette session qu'il y a quand même quelque chose de très sympathique, c'est qu'on est en présentiel. Parce qu'on a vécu quand même des choses un petit peu plus délicates dans les petites années qui ont précédé et que le temps convivial que ça représente quand on est ensemble, c'est quand même quelque chose. On a plaisir à se retrouver. Nous sommes donc à la deuxième édition. Oui, il y a eu une première édition l'année dernière et c'était une édition un peu spéciale puisque elle visait à améliorer, enfin on recherchait des projets qui visaient à améliorer les conditions de vie des habitants de la région pendant la période de crise liée au Covid. Et le règlement de ce prix du Césaire dit que le gagnant ou la gagnante de l'édition précédente fait partie du jury de l'édition suivante. Donc la gagnante, puisqu'en l'occurrence c'est une dame, est présente dans le jury, on en parlera tout à l'heure. Alors, pour cette deuxième édition, on a reçu beaucoup de candidatures. C'est agréable. Je vous rappelle l'origine du prix du Césaire. C'est un prix qui a été mis en place pour récompenser des initiatives économiques, sociales, environnementales, significatives pour les habitants de notre région. En fait, ce n'est pas le prix, il y a 3 prix qui vont être décernés lors de cette cérémonie. Le premier, c'est le prix des conseillers du Césaire, les conseillers qui sont présents dans cette salle et que je remercie. Le deuxième, ce sera le prix du public, c'est-à-dire c'est tout le monde sauf les conseillers. Et puis le troisième, c'est le prix du jury qui a déjà été attribué, on s'est réunis. Mais je ne vous dirai pas qui a gagné, on le dira tout à l'heure, le jury que j'ai l'honneur de présider. Alors, on va passer aux modalités techniques, parce que maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet, donc elles vous seront présentées et expliquées par Ingrid, ici présente, dans très peu de temps. Je vous disais, cette année, on a eu beaucoup de candidatures, des candidatures très variées, très qualitatives. Les mots-clés de ces candidatures, c'était imagination, c'était
engagement, c'était solidarité. Tout ça sont des maîtres mots qui ont sous-tendu tous les projets qu'on a eu à examiner. Pour rappel, pour que vous soyez bien à l'aise avec tout ça, les candidats devaient, pour être retenus, présenter des projets qui répondaient à plusieurs critères. D'abord, l'intérêt général, portant sur la nature de l'activité. Ensuite, l'efficience. Donc, il fallait que le projet ait un impact positif sur la population, en engageant, si possible, le peu de moyens au regard du résultat obtenu, donc un effet de levier significatif. Évidemment, avoir un caractère innovant à l'échelle de la région, un caractère reproductible, on peut le faire d'autres fois, ou inspirant pour d'autres qui pouvaient s'en inspirer justement. Et enfin, la pérennité, donc un projet qui soit stable dans le temps. Voilà, je vais donc céder la parole à Ingrid, que je remercie tout de suite. Elle va vous présenter maintenant le déroulé de la cérémonie. Merci, Monsieur Prost. Donc, en ce qui concerne le déroulé de cette cérémonie, elle va s'organiser autour de 3 temps. Donc, le premier temps est le temps de présentation des projets de chacun des candidats. Donc, les candidats sont au nombre de 10. Je vais appeler chacun d'entre eux. Il va venir en tribune présenter son projet. Pour cela, chaque candidat dispose de 3 minutes. Et c'est sur la base de cette présentation des projets que les conseillers et le public baseront leur vote. Le second temps, donc à l'issue de ces présentations, ce sera le moment des votes. Une fois que l'ensemble des candidats aura présenté son projet, on passera au vote. Donc, le premier vote, ce sera le vote du prix des conseillers. Pour cela, vous avez dû avoir un boîtier orange qui vous a été remis à l'entrée. Si ce n'est pas le cas, faites-vous connaître et puis on vous donnera un boîtier orange. Le deuxième vote, ce sera le vote du prix du public. Alors là, pour le coup, le public, vous avez un boîtier noir. Si ça n'est pas le cas, même combat, faites-vous connaître et on vous remettra un boîtier noir. Et enfin, le troisième vote, celui qui a déjà eu lieu, celui dont vous parlait Monsieur Prost il y a un instant, il vous en parlera à ce moment-là. Et puis, en troisième temps, après les votes, ce sera le temps de l'annonce des résultats et de la remise des trophées du prix du Césaire, avant la traditionnelle séance photo, et puis le temps convivial autour de la cérémonie des vœux, un peu plus tard. Voilà, donc je pense qu'on va passer directement à la présentation des 10 candidats. Je rappelle que chaque candidat, donc chacun dispose de 3 minutes pour présenter son action, avec ou sans support visuel. Donc pour préserver l'équité entre tous, je vous remercie de respecter autant que possible ce temps de 3 minutes. Il y a une horloge qui est affichée, dans le cas contraire, c'est moi qui me permettrai de vous le rappeler. Voilà, et bien, je pense qu'on peut commencer avec les premiers candidats. Alors, le premier candidat, donc c'est les jeunes Cournonnais pour un projet qui s'appelle les Box de Noël, qui était représenté par Thibault Lanor et qui est excusé. Donc, en une phrase, je vais juste vous dire que le projet des Box de Noël, c'était un projet de collecte de boîtes qui contenait plusieurs éléments dans le but d'aider les personnes les plus démunies. Monsieur Lanor n'étant pas là pour présenter son projet, on va passer directement au second candidat et au projet de l'atelier paysan, qui est présenté par Monsieur Grégoire Vatine. Ok, yes, super. Et je peux passer les diapos, moi ? Bonjour à toutes et tous, donc, je suis Grégoire Vatine, je représente l'Atelier Paysan en qualité de salarié et sociétaire, et c'est une coopérative dans laquelle je travaille depuis 10 ans en tant qu'ingénieur formateur. Donc, l'objectif de l'Atelier Paysan, c'est promouvoir la réappropriation des savoir-faire techniques sur les fermes afin de favoriser l'autonomie des paysans face à leur outil de travail. Donc, on a plusieurs leviers, plusieurs activités pour ça. Le principal, ça va être de développer en recherche et développement, avec des groupes de paysans, des outils adaptés à leurs besoins et autoconstructibles, pour qu'ils puissent l'adapter, le réparer et le fabriquer eux-mêmes.
Pour qu'ils aient ces savoir-faire techniques, on organise des formations de 2 jours à 9 semaines pour se former par la pratique aux techniques utiles sur les fermes, donc travail du métal, du bois, l'électricité, l'électronique, tracteur, etc. On a une activité logistique d'approvisionnement pour fournir les matériaux, les matières premières à ces autoconstructeurs et autoconstructifs qui puissent fabriquer sur leur ferme s'ils ne viennent pas en formation et qu'ils ont déjà les compétences. Et l'Atelier Paysan coordonne une activité de recherche universitaire sur l'histoire et l'évolution des politiques de la machine agricole pour comprendre un peu comment on en est arrivé au modèle actuel dans lequel nous on s'inscrit un peu en contre-pied. Pardon. Merci. Donc les moyens, l'Atelier Paysan, c'est une coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif. Depuis mai 2015, les premières formations et développements d'outils datent de 2009 et sont issus d'une initiative exclusivement paysanne. Maintenant, on compte environ 180 sociétaires, personnes physiques ou morales, une trentaine de salariés avec un salaire unique. Et on a un siège social en Isère, une antenne dans le Morbihan, une antenne dans l'Hérault et des formatrices à divers endroits du territoire. On a 3 ateliers en fixe pour accueillir des formations jusqu'à 12 participants et 7 fourgons ateliers équipés de matériel pour pouvoir aller faire des formations en itinérance sur des fermes, des MFR, des CFPPA, sur tout le territoire métropole et dom-tom. Jusqu'à maintenant, on a une centaine d'outils qui sont mis en plan et accessibles en ligne, en open source, donc accessibles gratuitement et librement à toutes les personnes qui voudraient les utiliser, et un forum internet qui référence plus de 800 outils ou dispositifs issus de bricolage et d'innovation sur les fermes par le monde paysan. En Auvergne-Rhône-Alpes, très rapidement, on a 700 stagiaires uniques qui ont été formés déjà, et on a plus de 300 fermes qui sont équipées avec des outils faits en formation ou via des kits. Des exemples d'outils, je vais aller rapidement. Un four à pain, une colonne de tri pour semences, un Roloflex pour les engrais verts, et une alternative en porte-outil électrique, une alternative au tracteur. Ça, c'est l'atelier en Isère, un atelier en itinérance. Et je finis juste là-dessus. En 2021, des sociétaires ont bénévolement écrit un manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines », édité au Seuil, et qui reprend un petit peu le projet politique et de transformation sociale dans lequel l'Atelier Paysan s'inscrit. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Vatine. Donc, je vous propose d'accueillir le candidat suivant pour Unisop, Daphné Cucunel. Bonjour à toutes et tous. 51 millions, c'est le nombre de ces savons qui sont jetés chaque année par les hôtels en France. Pourtant, 3 millions de personnes n'ont pas les moyens de s'acheter des produits d'hygiène de base. C'est ainsi qu'est né le projet Unisop il y a 5 ans. Unisop, c'est la première association française qui a pour objectif de collecter et recycler les savons usagés des hôtels dans le but de les donner aux personnes dans le besoin. Concrètement, on va transformer les savonnettes d'hôtel en pain de savon recyclé. On a une triple démarche qui est à la fois environnementale, puisque notre objectif est de réduire le volume de déchets générés par les hôtels. On a une démarche qui est aussi sociale, puisque le process de recyclage est assuré par des personnes en situation de handicap qui travaillent au sein d'un ESAT, qui est situé d'ailleurs en région lyonnaise. Et enfin, une démarche qui est aussi solidaire, puisque notre objectif final est de distribuer ces pains de savon recyclés à des personnes dans le besoin. Pour cela, en fait, nous allons travailler main dans la main avec différentes associations caritatives partenaires, telles que les Restos du Cœur, ou sur le plan plus local, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, par exemple, qui vont distribuer les savons à leurs bénéficiaires, qui peuvent être à la fois des personnes sans abri, des personnes réfugiées ou des foyers précaires, par exemple. Au-delà de l'hygiène et de la santé, ce qu'on cherche aussi à apporter à ces personnes, c'est la dignité humaine et l'estime de soi. Alors, aujourd'hui, en quelques chiffres, Unisop, c'est
330 hôtels partenaires dans toute la France, plus de 10 tonnes de savon qui ont déjà été collectées et près de 30 000 pains de savon qui ont pu être recyclés et distribués aux bénéficiaires. On a de plus en plus d'hôtels partenaires, donc c'est une très bonne nouvelle, mais ça signifie aussi d'avoir de plus en plus de savon à recycler. Pour ça, on est en train d'accélérer la cadence de recyclage, et en parallèle, les associations bénéficiaires avec lesquelles nous travaillons nous font remonter des besoins qui émanent du terrain pour d'autres produits d'hygiène. Les bénéficiaires ont besoin aussi de shampoings, ils ont besoin aussi de brosses à dents, de dentifrice. D'autant de besoins en fait, qu'on cherche aussi à couvrir en constituant des kits d'hygiène. Pour cette partie-là, on essaye de s'associer avec des entreprises en capacité de nous fournir des dons de produits, que ce soit des shampoings, des brosses à dents et autres produits d'hygiène, et de soutenir notre activité. Donc on recherche des soutiens de la part d'entreprises, que ce soit sur le plan financier ou de dons en nature. Pour nous, gagner l'un des prix du Césaire, c'est l'occasion non seulement d'avoir une mise en visibilité de notre initiative, de bénéficier aussi d'un effet de réseau, mais en plus d'avoir une certaine reconnaissance de nos engagements envers un tourisme plus responsable. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons avoir encore plus d'impact, à la fois pour la planète et pour les hommes. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose d'accueillir le candidat suivant. Donc, c'est Claire Bleton-Martin pour le projet Année-Lumière. Bonjour. Que proposer à Solange, 20 ans, élève brillante, mais qui a développé une phobie scolaire puis sociale au lycée? Elle a obtenu le bac avec le CNED, mais ne sort plus de chez elle et a l'impression d'être dans une impasse. Que proposer à Julien, en fin de traitement pour un cancer dont il gardera un handicap? Julien a une incroyable énergie de vie, mais il a besoin de reprendre un rythme et d'imaginer que l'avenir est à nouveau possible. Que proposer à Martin, 22 ans, en fin de 2e année d'école d'ingénieur après une prépa scientifique? La spécialité qu'il a choisie ne lui convient pas, les stages le confirment. Après 4 années d'efforts, Martin est découragé. Et que proposer enfin à Natacha, 17 ans, en équipe de France Espoir? Le niveau sportif n'est pas suffisant en fin de classe de première et elle doit se résoudre à reprendre une terminale classique. Elle doit aussi abandonner son rêve de sportif de haut niveau. C'est trop pour elle, elle fait une tentative de suicide. Tous ces jeunes existent, les prénoms n'ont même pas été modifiés. Et je pourrais vous donner les 170 autres prénoms des jeunes que nous accompagnons depuis 4 ans, tous aussi uniques et touchants dans leur histoire. À l'année-lumière, inspirés par le modèle bicentenaire des Højskoler scandinaves, nous leur proposons de venir 9 mois, le temps d'une année scolaire. Ensemble, quel que soit leur parcours et leurs origines, pour prendre le temps de construire leur projet d'avenir. Un projet professionnel, certes, mais aussi personnel et citoyen. 9 mois pour mieux se connaître, prendre confiance en soi, explorer et comprendre le monde qui les entoure, découvrir, rencontrer, échanger et prendre leur vie en main. Ils apprennent à s'orienter, compétences utiles tout au long de la vie. 9 mois faits d'ateliers de développement personnel, de travail des compétences transversales, d'un parcours d'entrepreneuriat pour comprendre comment fonctionne une organisation de travail et comment on peut s'y sentir bien, d'un voyage en Europe, de stages, d'un coaching individuel. 100 000 jeunes quittent le système scolaire sans aucun diplôme chaque année, c'est un fait. Mais 6 fois plus de jeunes, 620 000 jeunes par an, décrochent sans diplôme du second cycle et restent durablement sans formation, avec de réelles difficultés d'accès à l'emploi. C'est à ces jeunes, officiellement adultes, et bien souvent déjà diplômés, que nous nous adressons. Ah, au fait, Solange a obtenu un CAP Petite Enfance. Elle travaille actuellement en CDI dans une crèche. Julien termine un brevet d'éducateur sportif, en sport adapté, dans un cabinet d'ergothérapeute qui l'embauche dès la fin de son alternance. Martin a bifurqué en 3e année d'informatique décisionnelle.
Il termine actuellement son Master 1 et, pour info et à tout hasard, il est en recherche de stage. Et Natacha est en terminale, elle passera son bac bientôt, elle rêve d'être commissaire de police. Et nous, à l'année-lumière, nous rêvons collectivement d'accompagner encore plein de jeunes à éclairer leur avenir. Merci beaucoup. Le candidat suivant, donc, qui porte le numéro 5, c'est Monsieur Pradel pour le projet Sagesse Technologie, un jour Opale. Bonjour à toutes et tous. Nous allons tous vieillir un jour, en tout cas, je nous le souhaite. Sagesse Technologie, je suis le fondateur de Sagesse Technologie. C'est une entreprise qui a pour vocation d'améliorer la santé des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes en situation de handicap, grâce à la réalité virtuelle, en brisant l'isolement qu'ils peuvent rencontrer grâce à cet outil-là. Lorsque l'association Sistude & nous a contactés pour permettre à un groupe de jeunes, alors je suis désolé, à un groupe de jeunes de porter un projet intergénérationnel grâce aux technologies innovantes. Bien sûr, nous avons répondu présent et nous avons travaillé avec eux pour co-construire un support, un film à destination des personnes âgées de leur village, mais aussi du coup de tous les établissements et de toutes les personnes âgées de la région qui sont aussi nos clients. Il nous fallait pour co-construire ce film un partenaire. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec le parc animalier Le Pal, puisque ces jeunes sont originaires de Dompierre-sur-Besbre. Et donc, nous avons co-construit avec ces jeunes, avec ce parc animalier, un film immersif à destination des personnes empêchées, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap de la région. Et je vous propose tout de suite de regarder un court extrait de leur travail. Alors, j'ai peut-être été trop vite, je n'arrive pas. Alors, le film, il est là. C'est parti. Alors, nous sommes particulièrement fiers de ce projet qui a été un projet collectif, local, intergénérationnel, innovant en utilisant les technologies immersives. Et aujourd'hui, c'est plus de 2000 personnes âgées, dépendantes, qui peuvent profiter de cette immersion. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu équiper toute la salle de casques de réalité virtuelle pour vous la faire vivre aussi. Mais aujourd'hui, c'est plus effectivement 2000 personnes âgées qui revivent, qui découvrent, ou qui revivent ces moments Opale et qui sont aujourd'hui, qui font partie du patrimoine culturel et naturel de notre belle région et de notre département. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Le candidat suivant, Madame Clotilde Genoudet-Henrion, pour le projet Prête-moi tes ailes et à l'inclusive.
Alors j'étais venue avec un texte tout prêt pour vous expliquer exactement ce qu'étaient les halles dans tous leurs points. Et en venant, je me suis dit non, en fait, j'ai pas vraiment envie de vous parler de ce qu'elles sont, mais de pourquoi on les a créées. Alors quand même, dans les grandes lignes, les halles inclusives, c'est une semaine d'événements qui est portée par l'association Prête-moi tes ailes à la Cité internationale. Elle se divise en 3 événements. Il y a un marché où les exposants, ce sont des travailleurs en situation de handicap qui viennent proposer leurs produits et leurs services à la veille de Noël pour faire des cadeaux. Ce sont également des duos pros qu'on a mis en place avec les commerçants de la Cité internationale. Donc 14 travailleurs d'ESAT ont pu s'immerger dans les entreprises de la Cité internationale cet hiver. Et c'est également une rencontre professionnelle où les entreprises de la région peuvent venir à la rencontre d'entreprises adaptées et d'ESAT dans un moment convivial. Mais pourquoi est-ce qu'on a créé ces halles ? En fait, quand on parle de handicap aujourd'hui, on ne voit que trop les difficultés qu'il impose. Ces difficultés, elles vous empêchent, elles vous ralentissent et elles vous écartent. Et l'étiquette du handicap, elle cache les personnes qui sont derrière cette lourde étiquette, et elle cache toutes leurs facettes, leur personnalité, leur histoire et surtout leurs capacités. Quand mon fils Baptiste est né il y a 10 ans, on a diagnostiqué une trisomie 21 et on m'a dit qu'il ferait rien dans sa vie. Mais qui peut dire ce qu'un enfant qui vient de naître fera ou pas, handicap ou non, dans 5 ans ou dans 30 ans ? Et qui peut dire ce que chacun d'entre nous pourra faire demain ? Je connais personne capable de se relever d'une épreuve ou d'avancer dans la vie avec la seule liste de tout ce qu'il ne pourra plus faire ou pas faire. Alors, on a décidé de créer un outil qui permet de voir le verre à moitié plein pour une fois. Un outil qui a mis à disposition des personnes vivant avec un handicap et du microcosme qui tourne autour, afin qu'il montre tout ce qu'il est possible de faire. Regarder l'autre non pas au travers de ce qu'il ne peut pas faire, mais bien de ce qu'il a à nous offrir. C'est la raison d'être des halles inclusives. On met donc notre réseau et nos moyens au service de ces travailleurs en situation de handicap, non pas pour les faire venir à vous, mais pour que vous puissiez venir à eux et pour que vous puissiez les rencontrer. Ils sont nos exposants, ils sont nos bénévoles et ils vont même faire partie de notre comité de réflexion cette année. Ils sont les principaux acteurs de cet événement. C'est vrai que le handicap, la maladie, la précarité, la vieillesse, ça crée des difficultés. Mais difficulté, ce n'est pas synonyme d'incapacité. Et on vous en donne la preuve lors des halles inclusives. Et je finirai avec cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, puisque nous sommes à Lyon et qu'ici c'est un personnage important, qui dit que l'important, ce n'est pas d'arriver, mais d'aller vers. Et c'est ce que les halles inclusives permettent de faire. Alors on espère qu'en décembre 2023, vous viendrez vers tous ces exposants et vers tous ces travailleurs lors des halles inclusives l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose d'accueillir le candidat suivant, donc, qui vient vous présenter le projet Sport. C'est Monsieur Alexandre Aigné. Bonjour à tout le monde. Je suis donc Alexandre Aigné, co-président de l'association HANDS, et je vais vous poser une question pour commencer. Vous savez combien il y a de personnes considérées à mobilité réduite en France ? 3 500 000 personnes sont considérées comme à mobilité réduite en France. Alors du coup, il y a des handicaps visibles et non visibles. Moi, je suis visible. Avec mon fauteuil roulant, j'ai une sclérose en plaques qui m'a rendu tétraplégique au fur et à mesure des années. Et grâce à cette épreuve, j'ai découvert la salle sport. Cette fameuse salle sport, elle est juste de l'autre côté de la confluence, là, derrière la halle Tony Garnier. C'est la toute première salle de sport totalement adaptée au handicap neuromoteur qui permet de faire du sport adapté et d'utiliser les nouvelles technologies.
Je fais du vélo à électrostimulation. Vous avez bien entendu, de l'électrostimulation en posant des électrodes sur mes quadriceps avec des capteurs. Ça permet de remettre en mouvement tous mes muscles paralysés, en l'occurrence au niveau des jambes, et du coup de créer un mouvement de pédalage. D'où est venu ce constat ? En fait, Vance Bergeron a été victime d'un accident et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de structure adaptée proposant du sport adapté et encore moins utilisant les nouvelles technologies. Donc il a créé en 2015 l'association HANDS et ils ont ouvert en 2019 la première salle, la salle sport dont je viens de vous parler. En photo, vous avez plus particulièrement du coup en haut à gauche, là c'est les cuisseaux de Julien avec ces électrodes qui permettent à Julien tétraplégique de faire du vélo 8 à 10 km par séance quand même. Au milieu, vous avez tous les appareils de musculation que nous utilisons qui nous permettent de muscler le haut du corps parce que c'est notre élément de locomotion principale. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir des ateliers de marche pour certains adhérents puisque tout le monde n'est pas forcément en fauteuil. On a aussi des adhérents qui marchent. Alors aujourd'hui, la salle sport, c'est des impacts totalement impressionnants au niveau de lutter contre les maladies secondaires, de lutter contre l'isolement social lié au handicap. Et aujourd'hui, la salle sport, c'est 85 adhérents, des hommes, des femmes, de 18 à 85 ans, qui représentent une vingtaine de pathologies différentes. Et pour du coup s'occuper de tout ce projet, nous avons une équipe de 5 salariés totalement dévoués au projet, dont certains sont dans la salle. Et nous sommes 5 bénévoles sportifs et présents, pratiquants régulièrement à la salle. Donc, vous avez là les grands chiffres dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et juste pour terminer, nous voulons fédérer tout un écosystème autour des patients, à la fois au niveau de la recherche, du médical, et nous avons un projet d'implantation d'une nouvelle salle sport à Grenoble qui devrait ouvrir au 1er avril de l'année 2023. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup. Le candidat suivant qui porte le numéro 8 et qui va venir présenter le projet des cadets de la gendarmerie, c'est Monsieur Guillaume Cochet. Mesdames et messieurs, bonjour en vos titres et grades respectifs et merci de m'honorer de votre présence pour vous présenter les cadets de la gendarmerie du Rhône. Alors je vous demanderai, plutôt qu'un long discours, de vous transposer à vos 15-17 ans ou de vous imaginer avec vos enfants, vos petits-enfants pour certains d'entre vous, à 15 à 17 ans et qu'on leur donne l'opportunité de découvrir l'écosystème de la gendarmerie nationale, avec ses valeurs démocratiques, avec le don de soi, avec cette notion de dépassement de soi, avec cette notion de citoyenneté. Eh bien, je vous laisse découvrir rapidement ce à quoi cela pourrait ressembler.
surtout appris l'autorité et on a participé à la levée des couleurs. C'est un moment que je trouve très solennel, avec beaucoup de prestance. J'ai eu quand même beaucoup de fierté. Par exemple, on a fait en début de journée une marche au pas cadencé et ça donne vraiment une belle cohésion et c'est vraiment beau. Ensuite, on nous a présenté tous les différents corps de gendarmerie, les grades et du coup ça nous a fait un peu un ensemble sur la gendarmerie et du coup ça me donne encore plus envie d'en découvrir plus sur la gendarmerie. Et la deuxième partie, donc l'après-midi, c'était plus de la présentation de la gendarmerie et de l'analyse. Donc on a synthétisé deux extraits de presse sur des criminels que la gendarmerie a arrêtés. Instructif. Nouveau. Rigueur. Impressionnante. Passionnante. Discipline. Cohésion. Enrichissement. Impartialité. Équipe. Fierté. La prestance. Découverte. Voilà, pour clôturer, nous avons une très belle jeunesse et on essaye de faire ce qu'il faut pour leur faire émerger cet esprit de citoyenneté. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Le candidat que nous avons le plaisir d'accueillir maintenant porte le numéro 9 et présente le projet Trianda. C'est Elliot Bujanda. Bonjour. Maladie, handicap, vieillesse, dépendance, maladie d'Alzheimer. On peut tous être touchés par ces problématiques, que l'on soit patient ou aidant. Souvent, on connaît la maladie d'Alzheimer comme étant une maladie de la mémoire. Pourtant, ce n'est qu'un détail par rapport à ce que sont les troubles du comportement quotidien manifestés par la personne âgée. Agressivité physique et verbale, situation d'hallucination et d'idées délirantes manifestées quotidiennement par la personne âgée envers les professionnels de santé et les familles. Mais pour vous l'expliquer, je vais vous raconter le quotidien de Marie, aidante de sa mère. Imaginez-vous quelques instants. Vous sortez du travail, vous allez directement rendre visite à votre mère malade. Sur la route, vous êtes anxieux. Vous demandez si elle va bien, si sa journée s'est bien passée, si l'on s'occupe bien d'elle. En arrivant dans le couloir de sa chambre, vous entendez des cris et un objet qui se brise contre le mur. Vous rentrez alors dans sa chambre et vous voyez votre mère frapper, insulter, agresser la soignante. Puis elle tourne le regard vers vous et vous insulte en vous disant que vous êtes une voleuse, que vous lui voulez du mal. Pourquoi manifeste-t-elle cette colère? Pourquoi est-elle en colère contre moi? Qu'ai-je fait de mal? Est-ce dû à la maladie? Est-ce que ça va s'empirer? Comment puis-je réagir? Et vous, comment vous réagiriez? Ces questions sont les questions quotidiennes des aidants familiaux et des professionnels de santé qui ne sont pas accompagnés ni formés pour réagir face aux troubles du comportement. Et les personnes âgées, quant à elles, n'ont aucun outil pour identifier leurs troubles et pour les prendre en charge. Mais pourquoi je vous parle de ça? Et qui suis-je? Eh bien moi, c'est Elliot Bujanda. Je suis fils d'aide-soignante. J'ai eu des multiples expériences professionnelles dans le milieu de l'EHPAD et du domicile, ce qui m'a amené à faire un master en neuropsychologie spécialisé sur les maladies d'Alzheimer, et ainsi à développer un dispositif pour permettre aux familles et aux soignants d'avoir accès à un programme permettant d'identifier leurs besoins d'accompagnement et de formation face aux troubles du comportement, et ainsi leur proposer des parcours de formation et d'accompagnement sur mesure. À côté de ça, on a aussi développé un outil qui permet de recenser l'ensemble des troubles du comportement d'une personne âgée, permettant aussi d'identifier les éléments déclencheurs à l'origine de ce trouble et ainsi permettre une prise en charge par nos équipes de neuropsychologues pour supprimer le trouble et éviter les glissements dans la maladie et surtout la souffrance et le burn-out des familles et des professionnels de santé. Et à côté de ça, on les accompagne sur 6 à 12 mois pour vérifier que les besoins et les problématiques sont bien satisfaits. Aujourd'hui, Trianda, c'est près de 300 professionnels et familles sur lesquels nous sommes intervenus. C'est presque une diminution de 70% de leur souffrance et de 30% des burn-out. À côté de ça, c'est près de 95% des personnes âgées sur lesquelles nous sommes intervenus qui ont eu leur trouble du comportement intégralement pris en charge. Je pense qu'il est de notre devoir
de soutenir nos aînés, qui sont la mémoire de notre société, mais aussi de préserver l'attractivité de nos métiers du soin et surtout nos aidants de France. On peut tous être touchés par la maladie ou le handicap, que l'on soit patient ou aidant. Il est donc nécessaire de préserver le lien, l'entraide et l'engagement envers l'ensemble de cette triade. Merci. Super. Merci beaucoup. Il est temps d'accueillir le candidat numéro 10. Donc la candidate, c'est Madame Beauroche qui va vous présenter le projet L'Armise, qui vient charger. Excusez-moi. Je fais comme chez moi. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Astrid, je suis bénévole et coprésidente de la ressourcerie du Chablais, dit L'Armise. Et voici Arthur, donc ma lampe faite avec des déchets, et puis mon téléphone que nous avons transformé en lampe, qui était aussi un déchet. Les déchets, parlons-en, justement. Dans le Chablais, où je vis, à Thonon-les-Bains, au nord de la Haute-Savoie, 23 000 tonnes de déchets sont jetées chaque année dans les déchetteries, dont 503 tonnes sont réutilisables. En clair, ça veut dire que l'on gaspille quand même chaque année 500 tonnes d'objets. Ça vous choque? Non, ça vous choque pas? Oui, ça vous choque, merci. Ça va m'aider. Nous aussi, ça nous a choqués. C'est pour ça qu'en 2018, on a créé un collectif de citoyens et d'associations pour travailler à une solution. Une intelligence collective, une initiative citoyenne, c'est important de le souligner, et on a travaillé sur deux choses. Tout d'abord, on a travaillé à proposer un nouveau modèle pour l'économie circulaire qui est encore aujourd'hui coincé dans des bâtiments pas du tout accueillants. Et puis, deuxièmement, on a travaillé à accélérer le mouvement vers une consommation beaucoup plus responsable. On parle donc beaucoup de sobriété ces temps-ci. Eh bien, faisons-le, c'est ce que nous proposons. Pour ça, on a un bâtiment de 1500 mètres carrés en pleine zone commerciale. On s'est installé, en fait, là où les gens achètent. Aujourd'hui, on va chercher nos déchets dans les déchetteries et on s'engage à traiter 300 tonnes par an. On lutte donc contre le gaspillage. Et on amène tout cela dans notre bâtiment, dont 500 mètres carrés sont dédiés à des ateliers. Et là, on trie, on nettoie, on répare, on déconstruit, on fabrique autre chose, on a beaucoup de créations, et ces déchets deviennent objets que vous pouvez acheter. Alors, qui sont nos clients? Eh bien, c'est vous, je l'espère, bientôt, mais c'est aussi tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller acheter ailleurs, puisque nos prix sont très très bas, puisque nous partons de déchets, donc notre matière première ne coûte rien, ce qui nous permet d'avoir des marges très basses. Ici, un exemple, une chemise Ralph Lauren récupérée, vendue 8 €, et un jean, alors c'est pas un Levi's, excusez-moi, mais récupéré également, vendu 7 €. Donc, ce qui est unique également dans notre ressourcerie, c'est que nous avons un tiers-lieu. Et c'est une première dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce tiers-lieu est un café-bistrot et tout le monde passe par là pour rentrer dans notre boutique. Ce tiers-lieu, il a un rôle social, mixité, échange, partage. Et c'est dans ce tiers-lieu que tous les jours, nous proposons des ateliers où on fait quoi? Eh bien, on vous apprend à réparer plutôt que jeter. Et on vous apprend également à fabriquer vous-même et à créer des objets. Nos valeurs, vous l'aurez compris, la sobriété, le bon sens, le local et la solidarité, c'est important. On a créé 35 emplois, dont 25 postes sont réservés à des personnes en parcours d'insertion. Nous avons fait une étude de faisabilité pour ce projet parce que nous sommes bénévoles, mais des gens sérieux. Notre projet est économiquement pertinent, écologiquement stratégique, 300 tonnes non gaspillées, socialement innovant grâce à une gouvernance unique. Et obtenir le prix du Césaire aujourd'hui, pour nous, eh bien, c'est important parce que c'est un label et ça a du sens. Ça va nous aider à continuer notre ambition vers une consommation responsable. Notre projet, vous l'aurez compris, la remise, une offre alternative, un modèle duplicable, moins de déchets, plus de réemploi, des emplois locaux non délocalisables et des achats à petit prix. On a ouvert le 29 octobre,
On est tout jeune, ça marche plutôt bien, notre rêve s'est réalisé, on est content, mais aidez-nous à le continuer et à le développer. On compte sur vous. Merci. Merci beaucoup et merci à l'ensemble des candidats qui sont venus présenter leur projet. Je vous propose désormais de passer aux opérations de vote et nous allons commencer avec le vote du prix des conseillers. Donc je précise que l'ensemble de ces votes se fait en présence de Maître Tronel, huissier, qui est présent parmi nous. Alors, comment se déroule le vote? Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque conseiller, vous disposez d'un boîtier orange et vous avez à composer le chiffre du projet qui a votre préférence. Vous avez ensuite à valider avec la touche verte. Si jamais il y a une erreur, vous pouvez corriger. Et il est tout à fait inutile de voter plusieurs fois puisqu'un seul vote sera pris en compte, uniquement le dernier. Voilà. Je propose de commencer à voter. Le vote est ouvert. Votre numéro, vous validez avec la touche verte. Et les candidats sont rappelés à l'écran avec les numéros de leur projet. On va laisser à tout le monde le temps de voter. Tout le monde a voté, je vous propose de clore le vote. Donc, le vote des conseillers est clos. On va enchaîner dans quelques instants avec le deuxième vote, qui est le vote qui concernera le prix du public. Même chose, je vous rappelle les modalités. Donc, pour toutes les personnes du public qui sont présentes dans l'hémicycle, vous avez un boîtier noir qui vous a été remis tout à l'heure. Donc, vous avez également à composer le numéro du candidat qui correspond au projet de votre choix et de valider avec la touche verte. Pour les candidats qui sont en distanciel, donc vous avez également la possibilité de voter. Un lien vous renvoie vers l'écran de vote ou alors vous pouvez flasher le QR code que vous avez vu à l'écran. Voilà. Est-ce qu'on peut ouvrir le vote? Quelques instants. Le temps de remonter les résultats du précédent vote. Eh bien, le vote est ouvert, donc le public, vous pouvez voter à l'aide de votre boîtier ou chez vous à l'aide du QR code ou du lien de connexion. On va laisser 2-3 minutes pour voter, le public ici et le public derrière son écran, pour procéder au vote.
Encore quelques instants. Ok. Alors apparemment, il y a eu un petit problème technique pour le prix du... sinon, ce serait pas drôle. Un petit problème technique pour le prix du public. Il va falloir que vous repassiez au vote. Donc, quand on vous fera signe, le temps effectivement de réinitialiser les boîtiers, vous aurez à voter une nouvelle fois pour le prix du public. Et de la même façon devant votre écran. C'est un bizutage. À vos boîtiers, le vote est ouvert. Vous pouvez voter une nouvelle fois le prix du public. Les numéros s'affichent à l'écran pour les candidats et les projets de votre choix. Donc pour ceux qui sont effectivement en direct de chez eux, derrière leur écran, c'est la même chose. Vous devez revoter pour les projets, pour le projet que vous avez effectivement choisi. Le vote a été totalement réinitialisé, donc les numéros des candidats s'affichent à l'écran. Que ce soit dans la salle ou chez vous, il faut revoter.
Le vote est désormais clos. A priori, cette fois-ci, ça a fonctionné. Pas de souci. Merci à tous. Nous attaquons donc le 3e prix, donc qui est le prix du jury. Le jury qui s'était déjà réuni, qui avait déjà voté. Pour vous présenter donc son jury, la composition et la méthode utilisée pour la sélection des lauréats, c'est Monsieur Prost, le président du jury, qui va désormais vous l'expliquer. Bien, nous arrivons presque à la fin de la cérémonie de remise des prix, mais je vais quand même vous parler un petit peu du jury déjà. Alors, vous voyez apparaître sa composition à l'écran. Donc, le jury composé de 3 conseillers du Césaire, Emmanuel Moine pour le collège 1, Madi Gilbert pour le collège 2 et Marie-Elisabeth Gouet-d'Arconte pour le collège 3 et 4. Et puis nous avons aussi 3 personnalités extérieures qui apparaissent également à l'écran. Isabelle Ramet, conseillère régionale et adjointe à la mairie de Lyon 6. J'avais dit qu'on avait aussi d'autres conseillères régionales. Merci Isabelle. Marion Delisi-Galzi, qui est présidente de l'association Un Cabas pour un étudiant. Évidemment, tout le monde connaît. Et pourquoi est-elle membre du jury ? Bien parce que elle a remporté le prix du jury l'année dernière et que donc elle fait partie du jury cette année. Et j'en profite pour vous dire que le projet qui remportera le prix du jury cette année sera donc membre du jury l'année prochaine. Et puis Corentin Dubois, avec nous, journaliste. Et puis moi-même. Alors le président du jury, c'est le président du Césaire ou par délégation, quelqu'un qui l'a nommé, et c'est moi-même. Alors, comment a-t-on travaillé au niveau du jury ? Pour que vous sachiez, je vous sors un petit peu le dessous des cartes. Tout d'abord, dans tous les candidats que nous avons eus, nous avons fait une présélection sur dossier, on peut dire, de 5 candidats qui a fait l'objet donc de notre présélection. Comment a-t-on fait ? On a attribué des notes entre 1 et 4 sur un certain nombre de critères d'attribution du prix. Alors 1, pas du tout favorable, jusqu'à 4, très favorable, et sur différents sujets. Je vous rappelle les thèmes dont je vous avais donné simplement les titres tout à l'heure. Tout d'abord, le thème, c'est les initiatives qui améliorent les conditions de vie des Rhône-Alpins et de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergnat. La temporalité, donc je vous le disais, c'est l'action a nécessairement été réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2022. Et l'action peut d'ailleurs se poursuivre après cette date. Et puis enfin, la localisation, évidemment, ça doit se situer sur les territoires de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, indépendamment du lieu du siège social de la structure, si besoin. Cette audition a donc eu lieu, et à l'issue des auditions, nous avons fait le choix, le jury, d'un projet. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, puisque ça va se faire dans très peu de temps d'ailleurs. Ce choix a été fait une date fatidique à Lyon, puisque nous avons fait ça le 8 décembre. Les critères qui ont été utilisés pour faire notre choix, on a fait ça de façon très précise. Tout d'abord, l'intérêt général, c'est-à-dire que l'action contribue à un intérêt commun en présentant un caractère éducatif ou scientifique ou social ou humanitaire ou sportif, familial ou culturel, en concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, par exemple. L'efficience du projet, l'efficience, c'est que l'action de ce projet produit un impact positif sur une population, en engageant le moins possible de moyens au regard du résultat obtenu, je vous le disais tout à l'heure. Les retombées économiques, sociales, environnementales peuvent se mesurer quantitativement. C'est vraiment l'idéal, par exemple un nombre de bénéficiaires, ou bien qualitativement, par exemple avec une profondeur du changement induit par ce projet. Ensuite, le caractère innovant
du projet. C'est assez facile à définir. L'action n'a pas été réalisée de la même façon par d'autres structures dans la région, que ce soit d'un point de vue technique, organisationnel, social, financier, humain. Ensuite, le caractère reproductible ou innovant, eh bien, l'action a vocation à inspirer d'autres acteurs de la région, à être à l'origine de bonnes pratiques, à être reproduite en d'autres endroits. Et puis enfin, la pérennité, l'action s'inscrit dans un projet de long terme. Elle vise à produire des effets dans le temps. Elle repose sur un socle stable, organisationnel, financier. Et puis, on en arrive à la cérémonie de ce jour, du 24 janvier, et donc maintenant, les votes sont clos, le jury a fait son choix, il ne nous reste plus maintenant qu'à dévoiler les résultats, avec des petites enveloppes et tout, et on va regarder ça évidemment de plus près. Je vais avoir le plaisir de vous donner le résultat. Avant cela, je voulais, et c'est le moment, remercier tous les membres du jury qui sont ici présents. Je les remercie beaucoup parce que ça a été un travail en plusieurs réunions, ça a été un vrai travail, ça a été un challenge, on n'était pas toujours d'accord et on a réussi à se mettre d'accord au final. Donc un grand merci à vous, un grand merci à vous. L'ensemble des candidats aussi, parce qu'en fait, tous les dossiers qu'on a reçus, vous imaginez la difficulté qu'on a eue pour les départager. Moi, j'aurais voulu donner un prix à tout le monde, mais le problème, c'est qu'on n'est pas chez Jacques Martin et qu'il a fallu faire des choix. Et les choix, maintenant, vous allez les découvrir avec l'aide d'Ingrid avec moi. Voilà. Et donc, vous avez derrière moi ce qu'il faut pour la cérémonie de remise des prix. Merci, Monsieur Pras. Donc, alors effectivement, le moment tant attendu des résultats. Je vous propose de commencer par le prix des conseillers du Césaire. Donc, hop, je récupère l'enveloppe. Monsieur Prost. Alors, je vais le découvrir avec vous parce que c'est le résultat du vote. Et je vais demander à l'heureux élu de venir, bien sûr. Le prix des conseillers du Césaire, c'est l'atelier paysan. Merci beaucoup. Ouais, hop là. Merci beaucoup. C'était pas forcément hyper attendu parce qu'il y avait plein de très beaux projets, moi, qui m'ont touché, en tout cas personnellement. Je trouve que tout ce qui est de l'assistance aux gens en difficulté, moi, ça me touche beaucoup. Nous, c'est un projet qui touche à quelque chose qui nous parle à tous, toutes et tous, forcément, c'est l'alimentation et l'agriculture qu'on veut pour cette alimentation et qu'est-ce qu'on veut finalement pour nos sols, notre planète, la biodiversité et compagnie, qui sont des thèmes qui sont quand même pas mal au devant de la scène en ce moment et heureusement. Donc merci pour ça, ça me touche beaucoup, ça touchera beaucoup tous mes collègues et sans doute tous nos usagers et usagères. Passer désormais au prix du public. Donc, on a les résultats. Monsieur Prost, même punition. Alors, le prix du public est décerné au projet Année-Lumière. Merci beaucoup. Merci pour les jeunes que nous accompagnons. Merci pour l'équipe, pour les bénévoles nombreux, pour tous les intervenants du territoire
qui participent au projet, parce que l'Année-Lumière, c'est une petite équipe, mais c'est une volonté de faire travailler de concert des entreprises, des fondations, des structures du culturel. Voilà, donc c'est tout un ensemble de personnes derrière, et vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Et enfin, le troisième, et non des moindres, le prix du jury, Monsieur Prost. Vous connaissez. Alors, on me donne l'enveloppe, mais je connais déjà. Mais bon, je vais quand même l'ouvrir. Je ne pense pas qu'il y ait une modification. Alors, le prix du jury est décerné à l'association Prête-moi tes ailes, porteuse du projet des Halles inclusives. Merci. Alors, je suis très émue, je m'y attendais pas. Voilà, je pense que mon équipe est pas là aujourd'hui. Enfin, j'en ai une qui est grand sourire derrière, donc elle est très heureuse. Et je pense que tous nos bénévoles et toute notre équipe va être vraiment très heureuse, parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement, et on a encore beaucoup à venir. Et voilà, j'en profite quand même pour remercier Sylvain Douce, qui devait être avec moi et qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est un partenaire très fort pour les Halles inclusives, et Sandrine Schex aussi, toujours à nos côtés. Merci à tous. On va en parler pendant longtemps. Même l'année prochaine, c'est une partie du jury maintenant. Et oui, oui, c'est vrai. Bien. D'abord, je remercie l'ensemble des participants, parce que, au-delà des prix qui sont symboliques, vous avez tous eu des projets formidables, et je félicite bien sûr les lauréats, mais je félicite aussi toutes celles et ceux qui sont venus présenter leurs projets. Je remercie les membres du jury, je remercie les conseillers qui nous ont portés, l'équipe technique qui a permis à cette cérémonie de se tenir, et je vous donne bien sûr rendez-vous à la prochaine édition qui est en octobre prochain, comme il convient. Je vais inviter dans un premier temps, avant que vous quittiez cette salle, je vais inviter les lauréats, les 3 lauréats, à rejoindre la scène, et ensuite tous les lauréats, tous les candidats. Alors on va passer déjà, si vous voulez bien, les 3 lauréats venir me rejoindre pour une photo. Merci. Alors, ne quittez pas la salle, ne quittez pas la scène. Je vais demander maintenant à tous les candidats qui sont venus de me rejoindre sur scène pour une photo et une remise de médaille du Césaire. Merci beaucoup.
Bien, un grand merci pour votre participation, vos votes. Maintenant, j'invite tout le monde à la cérémonie des vœux du Césaire et au cocktail qui va se tenir en salle verrière, juste derrière vous.